Du coup, je pense que la première réponse, elle est quantitative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 20% des citoyens qui sont concernés. Donc, même si on réfléchit uniquement électoralement parlant, ça fait beaucoup de sens de s'intéresser à cette partie de population. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a une étape du développement d'une société et de perception, avec notamment les pratiques de design, de refonte des politiques publiques, avec des outils participatifs et des choses comme ça, qui montrent qu'il y a une envie de réinventer les politiques publiques avec les citoyens. Et moi, mon parti pris, c'est que tout bêtement, si on veut refondre une politique publique, la façon la plus performante de le faire, c'est de passer par les personnes les plus en fragilité, et que c'est avec eux qu'on va à la fois comprendre où sont les difficultés, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour passer outre, et du coup produire une politique publique qui va être à la fois inclusive, elle va permettre à ces personnes de participer, mais en plus efficace et simple pour tous les autres. Parce que finalement, c'est un peu qui peut le plus, peut le moins. Si j'arrive à le faire pour des gens qui sont très en difficulté sur le sujet, les autres usagers, ils vivent juste une plus-value. C'est-à-dire ce que je faisais avant, c'est plus simple. Tu as un exemple sur le sujet Un exemple, comment je peux faire l'exemple Alors, je vais prendre un de nos exemples à nous. Alors, ce n'est pas vraiment des exemples de politique publique. Je réfléchis juste. Enfin, si, à la limite, on a travaillé en 2004 sur info.gouv.fr. Donc, à l'époque, l'ancien servicepublic.fr. Donc, le site où, si vous êtes un citoyen qui change de situation administrative, on vous dit les démarches que vous devez réaliser pour être en phase avec l'État. Et donc on a pris ce site et on l'a travaillé avec des personnes déficientes intellectuelles, avec des personnes sourdes, pour essayer de réimaginer le parcours utilisateur, les interfaces et la façon de rédiger le texte et de s'adresser aux personnes. Donc on a repensé tout le site et on a fait un démonstrateur. Et la première remarque qu'on a eue quand on a fait le démonstrateur, c'est que tous les gens qui n'étaient pas en situation de handicap qui l'ont vu, ont dit en fait c'est juste plus simple. Et c'était effectivement juste plus simple. Et c'est vraiment ça le propos, c'est qu'en fait, faire avec des personnes en difficulté, c'est pas que pour être sympa, c'est aussi une stratégie parce que ces personnes, elles contiennent aussi plein d'informations et plein de stratégies sur comment faire mieux. Et donc nous, notre travail, c'est d'essayer d'aller comprendre avec elles comment on pourrait faire mieux et ensuite nous, de jouer notre rôle de designer. Alors nous, du coup, on a fait le choix à la création de Signes de Sens d'être dans l'action. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le concret, les solutions concrètes, le terrain, etc. Donc en fait, à un moment, concrètement, on s'est dit, le problème aujourd'hui, c'est pas tellement que les gens n'aient pas envie de le faire ou autre, c'est que les gens pensent que ça n'est pas possible ou que ça n'existe pas. Du coup, on s'est dit, il y a deux choses importantes qu'on doit faire. La première, c'est parler autrement du handicap et montrer aux gens que c'est un sujet d'innovation et pas un sujet de bienveillance. Et donc, en ce moment, on diffuse des vidéos sur des grands exemples d'innovation qui sont des succès commerciaux grand public qui viennent du handicap, comme le SMS, qui vient des personnes sourdes. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est vraiment de la médiation de choses qui existent mais que les gens ne connaissent pas. Et donc, ils se rendent compte que le propos qu'on a n'est pas du tout nouveau, c'est juste qu'on l'a oublié. En fait, la fragilité fait naître l'innovation, c'est comme ça. Le deuxième, c'est qu'on s'est dit, pour rassurer les gens sur le fait que c'est faisable, on va le faire. Comme ça, on ne pourra plus dire c'est pas possible. On pourra dire à la limite, on n'a pas envie de le faire, ça, il faudra le défendre parce que c'est pas facile. Mais après, on pourra dire, je ne comprends pas comment le mettre en place. Et là, on peut aider méthodologiquement, mais on ne pourra plus dire c'est pas possible. Et ça, c'est nous la clé. Donc chez nous, on fait des POC, on montre par le concret que c'est possible, on fait des évaluations pour avoir des résultats concrets, et après, on parle de ce qu'on a fait et on le diffuse. Et parfois, on va même jusqu'à la production finale de ce qu'on a imaginé. Et donc, on transforme notre POC en service ou en outil qu'on va éditer et diffuser et distribuer. Donc aujourd'hui, on a à peu près 150 000 utilisateurs par an d'outils que nous, on édite. Donc c'est pas modeste, c'est quand même pas mal. Et ça nous permet aussi d'être toujours dans la réalité. On ne vient pas faire la leçon, on ne vient pas dire des trucs improbables. Non, on vient partager ce que nous, on comprend, ce que nous, on a vécu. Et parfois en très grande modestie en disant là par contre on ne sait pas encore, on n'a pas trouvé comment faire. Mais par contre on peut continuer à chercher. Donc on veut être un partenaire de progrès. C'est vraiment important pour nous. En fait il y a un projet qu'on monte en ce moment que je trouve vraiment génial, où on travaille avec la mairie de Lyon sur comment co-construire avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les acteurs culturels de la ville
Comment co-construire une stratégie de mise en accessibilité de la vie culturelle de la ville. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous parce que souvent, il y a une espèce de conflit qui s'installe entre les assos représentatives et les collectivités. Finalement, les uns demandant à être pris en compte et les autres disant on fait ce qu'on peut. Alors, voilà. Et donc, c'est une espèce de conflit qui est un peu statique. Et alors, ça se passe parfois plus ou moins bien. Là, ce qui nous plaisait, c'était de se dire comment on se remet ensemble autour d'un projet qui est collectif. Ce n'est pas un projet pour le handicap, c'est un projet pour faire progresser les pratiques culturelles de la ville. Et on a choisi le handicap comme un des leviers. On travaille avec les assos représentatifs pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus compliqué pour elles, quels sont les leviers stratégiques sur lesquels il faut travailler. Et à partir de cette identification, on verra comment on construit ensemble une résolution. Et là, on voit bien qu'on passe d'une situation où il y a un peu une sorte de blocage parce que tout le monde se regarde un peu en se disant comment on fait, à une mixité où on se dit on y va ensemble et on verra en faisant. Et ça, je trouve ça vraiment génial et ça rentre dans notre logique d'accompagner la transition inclusive des territoires où en fait à l'échelle d'une collectivité, peu importe sa taille, on veut à la fois l'accompagner sur comment travailler autrement l'inclusion avec les assos représentatives et les personnes et les services bien sûr de services publics. Ça c'est la première étape, comment construire une feuille de route ensemble. Deuxième, c'est comment mettre en œuvre une transformation, encore une fois en partant des publics fragiles et ensuite faire une politique publique qui va toucher tout le monde et amener un mieux-être. Et puis 3, peut-être aussi une logique de coordonner un réseau d'acteurs à l'échelle du territoire, parce qu'on sait bien que sur un territoire, ce n'est pas un acteur unique qui fait le travail, c'est le bus qui amène au musée, et ensuite en lien avec l'école qui vient avec le bus au musée. Donc c'est ça qui nous plaît aussi, c'est travailler sur un réseau d'acteurs pour un parcours inclusif, et pas pour une action inclusive, vraiment pour une... Voilà, donc c'est cette chose-là que nous, on veut développer derrière. C'est le lien avec les collectivités sur la mise en place d'une transition inclusive effective en faisant participer tous les acteurs dans une logique effective. Alors, c'est pareil, souvent on croit que c'est compliqué. Alors que moi, il me semble qu'il y a une première chose toute bête, c'est de se dire que le handicap n'existe pas que dans le champ du handicap. Le handicap, il existe dans tous les champs de la vie citoyenne. Donc ce sont des personnes qui vont à l'école, qui vont à l'université, qui vont au métro, qui vont au bus, qui vont au restaurant, qui vont travailler. Et elles vont aussi chez le dentiste, elles vont partout en fait. Parfois elles sont artistes, elles ne sont pas que spectateurs des spectacles vivants. Il y en a qui sont chanteurs, il y en a qui sont poètes. En fait, il faut juste arrêter de penser que le handicap c'est une catégorie à côté des transports, de l'école. Non, c'est pas ça du tout, c'est transverse. Les citoyens sont divers. Donc ça c'est le premier changement de mentalité. C'est que le handicap n'est pas l'affaire de la délégation handicap, c'est l'affaire de tout le monde. Et la délégation handicap, elle catalyse et elle aide les autres délégations à travailler l'inclusion. Ça, c'est le premier levier, c'est que toutes les délégations d'une collectivité doivent travailler dans une logique inclusive. Donc ça, c'est plutôt inspirationnel, on va dire, essayer de remettre un peu la lecture transverse du sujet. Deuxième, très bête, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune commande publique qui devrait pouvoir être émise sans un minima une question sur prouvez-nous que votre proposition, elle est inclusive. Et qu'au moins tous les fournisseurs soient obligés de se prononcer sur la question inclusive. Et c'est vrai pour quelqu'un qui va faire l'aménagement du hall de la mairie, comme pour quelqu'un qui va acheter du mobilier de cantine, ou quelqu'un qui va revoir les trottoirs de la ville. En fait, à chaque fois qu'on fait un projet de transformation, on devrait avoir une ligne qui dit, en tant que fournisseur, qu'est-ce que vous nous proposez pour l'inclusion? Et ça, c'est tout bête. Première chose. La deuxième chose, c'est comment on travaille avec les assos représentatifs dans une logique coordonnée, c'est-à-dire on travaille ensemble à identifier les priorités et ensuite collectivement, dans un processus de design, à proposer des solutions innovantes pour cette solution. Donc on va dire que c'est plutôt méthodologique le deuxième point. Et le troisième, c'est cette vision, on va dire, territoire. C'est-à-dire de ne pas oublier qu'un projet de transition inclusive, ça ne peut pas être solitaire. Parce que les gens utilisent toujours plusieurs services pour réaliser un projet. Si elles cherchent un travail, elles vont d'abord devoir savoir qu'il y a des offres d'emploi, donc accéder aux services numériques qui permettent de consulter des offres. Ensuite, elles vont devoir se déplacer pour aller voir leur conseiller Pôle emploi ou aller rencontrer Elles vont devoir comprendre, avec peut-être un service d'accompagnement social, comment je prépare un CV. Vous voyez, donc c'est juste de garder à l'esprit que c'est bien une chaîne. Et donc, c'est un des leviers pour moi pour travailler la transversalité à l'échelle des collectivités.
pour prendre un autre exemple de transformation qui me paraît du coup, là encore, on pense souvent que l'accessibilité c'est compliqué, ça coûte cher et tout. Et nous on a un programme qui s'appelle le programme pour le développement de l'édition jeunesse accessible. Donc en gros, hein, le constat c'était tout bête, c'est qu'on a aujourd'hui en France, on a répertorié plus de 850 livres jeunesse adaptés à des enfants qui ont des handicaps. Donc avec plein d'adaptations très différentes hein, pour des enfants déficients visuels, déficients auditifs, sourds, avec des troubles 10, avec de l'autisme, de la déficience intellectuelle, enfin vraiment la pluralité. Donc plus de 850 références. Et quand on va dans une médiathèque en général, au final, on trouve surtout des livres pour les déficients visuels. Donc des livres en braille ou des livres audio, des livres gros caractères, voilà. Et donc on s'est dit c'est quand même particulier parce que les médiathèques, quand on a travaillé avec elles, hein, on a travaillé avec 250 médiathécaires et professionnels du médico-social pendant 1 an pour comprendre leurs problématiques et leurs ambitions par rapport à l'accessibilité. Et en fait on s'est rendu compte que pratiquement tous les médiathécaires ne connaissaient pas cette offre. Donc eux ils ont un espace pour diffuser une offre, ils aimeraient faire mieux, il y a une offre et ils ne savent pas qu'elle existe. Et une fois qu'ils savent qu'elle existe, ils ne savent pas trop bien comment la présenter, etc. Donc on a créé un projet qui s'appelle donc Programme Édition Jeunesse Accessible, dans lequel on a à la fois référencé toute cette offre et on a construit un dispositif avec des médiathécaires pour la présenter correctement dans une médiathèque. Alors quand je dis correctement, ça veut juste dire qu'il y a plein de façons de le faire, mais on a choisi une qu'on a documentée pour vérifier qu'elle marchait. Et après, chaque médiathécaire improvise dans ses propres pratiques. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous on dit aux médiathécaires, en gros, hein, pour 250 €, vous pouvez augmenter très fortement l'accessibilité de votre médiathèque. Et encore 250 €, ils ne sont même pas obligés de les dépenser parce qu'ils peuvent prendre les listes gratuitement sur notre site. Donc ils peuvent pratiquement tout faire. Donc ce qu'on dit, c'est là aussi, c'est qu'il suffit déjà de se dire que quand on achète des livres jeunesse, on réserve 10% ou 6% du budget à acheter des livres accessibles à des enfants qui ont des handicaps. Donc ça ne coûte rien en plus. C'est juste une façon de penser l'achat public en se disant, il ne faut pas qu'on oublie de prendre des choses qui vont s'adapter à des besoins spécifiques. Et c'est le même budget, c'est la même pratique, c'est la même personne, c'est le même process. C'est juste d'avoir conscience qu'une offre plurielle existe et de l'intégrer dans son parcours d'achat. Ça ne demande rien de plus. Et ça, je trouve que c'est un très bon exemple de simplicité. Je dois acheter des livres. Ah, je sais qu'il y a des offres un peu diverses. Je vais prendre un peu de tout. Comme ça, dans les publics, j'aurai un peu de tout. Et du coup, là, c'est cool. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gamins qui n'ont pas de handicap, qui vont aller chercher des livres qui, à la base, ont été fabriqués pour des gamins qui ont des handicaps. Et qui vont y être très contents. Et notamment, si je prends tous les livres 10, c'est des livres très très bien faits, finalement, pour des jeunes lecteurs. Ils sont très construits pour des jeunes lecteurs. Donc, là aussi, on voit bien que ce n'est pas des cloisonnements, mais que ça reste un continuum qui s'appelle l'humanité, dans laquelle il y a des variations et les variations permettent de proposer des choses originales aux autres. Et c'est vraiment le propos générique de Signe de Sens, c'est que heureusement qu'on n'est pas tous pareils, parce que sinon on se ferait chier en fait.